un grand bonjour ou bonsoir parce qu'il est déjà soir. Ici à Bucarest, nous sommes dans la Villa Noël. C'est quelque chose d'exceptionnel en Roumanie, dans la région de l'Europe de l'Est. C'est un endroit très spécial où on peut retrouver des gens qui viennent des sciences sociales et qui échangent ici de beaucoup de pays. C'est un endroit un peu mythique à Bucarest, dans l'espace francophone. Cette fois, ce n'est pas les sciences sociales, c'est un mathématicien qui a fait l'honneur à Villa Noël de se rendre à Bucarest, de se rencontrer avec le public ici. C'est M. Jean-Stéphane Derson, qui est un ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan et agrégé de mathématiques. Il a soutenu une thèse en probabilité en 1997 à l'Université Pierre et Marie Curie. Il a été recruté comme maître de conférence à l'Université Paris-Descartes en 1998. Et depuis 2008, il est professeur des universités à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Spécialiste de la théorie des probabilités, il s'intéresse aux superprocessus, aux processus de coalescence et plus récemment aux applications à la biologie et à l'épidémiologie. Jean-Stéphane Derson est directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS et dirige le comité de coordination de la plateforme ModCov19. La plateforme ModCov19 a été mise en place en mars 2020 à l'Institut national des sciences, grâce à l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions, au CNRS et au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, monsieur le professeur, je vous laisserai faire votre présentation, puis on aura un échange avec le public questions-réponses sur le thème qu'on va aborder ce soir. Bien, merci beaucoup pour l'introduction. Merci à l'ambassade de France, merci à l'Institut français de Roumanie, merci au CEREFREA ici de nous accueillir à la Villa Noël. Donc, comme il a été dit, je vais parler un petit peu de quelle est la place de la modélisation dans la gestion des épidémies. Et bien évidemment, on va revenir de façon importante sur l'exemple de la Covid-19 qui nous handicape toujours. Alors, ici, ce que vous voyez, est issu d'un fil Twitter où très rapidement, des gens ont mis bout à bout des chiffres qui apparaissaient. Donc, on est en début 2020, le 5 mars, on est en février 2020. Ce que l'on voit, ce sont en marron les chiffres, l'évolution des chiffres de la pandémie à Wuhan. Et puis, à côté, la personne qui a envoyé le Twitter a mis une fonction exponentielle. Alors, bien évidemment, tout le monde maintenant sait qu'il y a un lien entre la fonction exponentielle et puis l'évolution de l'épidémie. C'est quelque chose qui est à la fois exact et pas exact. Et je vais essayer d'expliquer dans un premier temps ce que c'est qu'un modèle mathématique pour la modélisation d'une épidémie. Alors, il faut savoir que la modélisation mathématique, c'est juste une simplification de la vraie vie pour pouvoir mettre en équation un certain nombre de quantités et pour pouvoir essayer de projeter au plus long terme possible la suite de l'évolution de cette épidémie. Donc, commençons par simplifier énormément l'épidémie. On va considérer que dans l'épidémie, il y a trois types d'individus. Donc, le modèle que je propose actuellement s'appelle le modèle SIR, pour susceptibles infectieux rétablis. C'est l'un des modèles les plus simples en épidémie. Et on a séparé les individus en trois catégories. Donc, les susceptibles qui sont indiqués en vert sur cet écran, les infectieux qui sont en rouge et les rétablis. Alors, c'est une simplification de l'épidémie parce que les stades dans l'épidémie sont beaucoup plus compliqués que ça. En particulier, vous n'êtes pas infectieux dès que vous êtes infecté. Et pour moi, ça sera la même chose. On va dire également que la durée d'infection, le temps que vous mettez à infecter quelqu'un, ça suit une certaine loi de probabilité dans laquelle je ne vais pas m'apesanter. On va dire que les gens sont infectés à un certain taux bêta, c'est-à-dire que chacune des personnes rouges ici sur ce schéma va infecter chacune des personnes vertes à un certain taux bêta qui ne dépend pas du couple vert-rouge.
Ainsi, donc la personne qui était en bas à gauche et qui était infectieuse, donc je vous le remonte, hein, va infecter une personne qui est là-haut, qui était verte et qui devient rouge. Donc la deuxième simplification, c'est évidemment qu'il n'y a pas de considération géographique, et donc n'importe qui peut contaminer n'importe qui. Et puis vous allez avoir des gens qui vont se rétablir, et ainsi, là, la personne qui est en haut, ici, là, elle va se rétablir à un certain taux gamma. Donc cette modélisation qui est extrêmement simple, hein, elle a plus d'un siècle, elle remonte aux années 20 du siècle dernier, hein, et elle permet, donc c'est un modèle compartimental, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regrouper les gens dans 3 compartiments. Donc au lieu d'avoir une structure spatiale très compliquée, en fait on a juste un compartiment qui était vert ici, qui sont les gens susceptibles, un compartiment avec les gens qui sont infectieux, et un compartiment qui était noir et qui est maintenant bleu, avec les gens qui sont rémis. Ça donne une petite équation qui, mathématiquement, est vraiment extrêmement simple à résoudre. Et sur la droite, vous avez l'évolution des chiffres, hein, l'évolution des effectifs des différentes catégories de personnes. Donc là, c'était les gens qui étaient susceptibles, hein, qui ont chuté. Vous avez les gens qui sont infectieux, qui sont ici. Et puis, vous avez les gens qui se rétablissent et qui sont ici. Et là, on parlait d'exponentielle. En fait, la partie exponentielle de l'épidémie, elle est ici. Et on va y revenir. Alors, tout le monde a entendu parler du fameux R0 en début d'épidémie. Donc, le R0, c'est le nombre moyen qu'une personne infectieuse, donc là, mes personnes infectieuses, elles sont toujours en rouge, hein, c'est le nombre moyen de personnes qu'une personne infectieuse va contaminer au cours de sa maladie. Donc là, pour la grippe, on est à un peu plus de 1. Pour la Covid, alors là, ce sont les chiffres de la Covid au début de l'épidémie, on est aux alentours de 2,5. Pour le SRAS, on est entre 3 et 5. Et puis, il y a des maladies pour lesquelles on a ce qu'on appelle le taux de reproduction, qui est beaucoup plus important. Alors, en pratique, hein, on peut l'estimer à partir de la courbe, c'est-à-dire qu'on va avoir une certaine courbe qui va apparaître. Donc, il va falloir estimer les paramètres bêta et gamma de cette équation. Et le R0, c'est juste la division de bêta par gamma. Il y a d'autres moyens d'étudier ce R0. Et on va y revenir. Pour vous donner une idée de l'importance du R0, il y a une petite vidéo. Et donc, dans un premier temps, là, le R0 est égal à 5. Et vous allez voir, ici, les personnes en bleu sont des personnes qui sont saines, en vert, des personnes qui sont rémises, et en rouge, les personnes qui sont contaminées. Et vous allez voir à quelle vitesse la propagation se fait. Donc là, on évolue au cours du temps. Et vous voyez que très très rapidement, toutes les personnes sont contaminées. Là, on a passé le pic de l'épidémie et on arrive à un moment où, avec un R qui est égal à 5, hein, quasiment toute la population, à un moment, a été contaminée et rémise. Alors, je vais essayer de passer à la slide suivante. Voilà. Là, j'ai un R qui est égal à 1,25 et vous allez voir que le comportement est extrêmement différent. Donc on a une évolution de l'épidémie, donc on explose toujours, vous voyez bien, beaucoup moins vite hein, que par rapport au R qui est égal à 5. Et en fait, la part de la population qui va être contaminée, c'est celle-là. Hein. On voit qu'elle est beaucoup moins haute que tout à l'heure où c'était quasiment l'ensemble de la population. Et il reste plein de personnes saines. Les personnes saines, c'est tout ça, qui n'ont jamais eu l'épidémie. Et puis à l'inverse, si vous avez des R qui sont... Je vais essayer de passer. Voilà. Si vous avez des R qui sont plus petits que 1, là vous avez 0,5, vous voyez que finalement l'épidémie touche très très peu de gens. Vous avez quelqu'un qui a été touché ici, là, et puis c'est à peu près tout. Et finalement, l'épidémie s'arrête très très rapidement. Donc le contrôle, ou au moins la connaissance de ce R0, elle est extrêmement importante en début d'épidémie, parce que si le R0 est très grand, ça veut dire qu'il va falloir agir très vite. Si le R0 est inférieur à 1, il n'y a aucun souci. Alors là, j'ai donné un modèle simple, hein, qui était compartimental. Il y a des modèles qui sont extrêmement compliqués. Et plus le modèle va être compliqué, plus vous allez avoir besoin d'estimer des paramètres. Et là, on reste quand même dans un modèle qui n'est pas
spatiale, toujours compartimentale, mais on a augmenté les compartiments. En particulier, vous avez une période pendant laquelle vous êtes infecté et pas encore infectieux. Et puis, vous allez avoir des gens qui sont détectés, des gens qui sont non détectés, des gens qui sont détectés. Vous allez pouvoir mettre en quarantaine, vous allez pouvoir envoyer à l'hôpital. Et donc, on peut faire des modèles aussi compliqués que l'on veut. Alors, vous avez bien compris que quelque chose qui est important, c'est le fameux R0. Là, j'ai mis un article qui est relativement ancien, il date de juillet 2006, et où une équipe d'épidémiologistes français, qui sont Simon Conchmez, qui est dans le conseil scientifique actuellement de la Covid-19 en France, Pierre-Yves Boel, Guy Thomas et Alain-Jacques Valleron, ils expliquent un petit peu comment ils font en début d'épidémie. Donc j'ai dit le R0, on peut l'estimer en regardant la courbe, mais en fait vous avez envie de l'estimer beaucoup plus vite. Donc au début, on fait du contact tracing, c'est-à-dire on attrape le premier cas et on regarde qui l'a contaminé et on regarde ce fameux taux de reproduction. Et bien entendu, là on est, c'est encore un article, c'est pas tellement lisible, mais on est le 23 janvier 2020, on est en tout début d'épidémie. Il y a une équipe de Chinois, essentiellement de Chinois, qui regarde l'évolution de cette nouvelle épidémie et ils estiment le R0 entre 2,24 et 3,58. Alors, bon, il y a un certain nombre d'hypothèses pour arriver à ça, et donc on n'est pas sûr de ce chiffre, mais on se dit quand même que c'est dangereux. Et comme vous avez vu sur l'animation que j'ai montrée tout à l'heure, en fait, avec un R qui est grand comme ça veut dire qu'on va très rapidement exploser. Et au niveau mondial, il y a un certain nombre de stars mondiales, et parmi elles, je voulais citer Neil Ferguson. Donc là, on est sur des papiers qui sont relativement anciens, un papier dans Nature en 2005, et puis un papier dans PNAS en 2013, où on trouve Simon Conchmez, qui était à l'époque postdoctorant chez Neil Ferguson, dans laquelle, à gauche, ce qu'on fait, c'est ils font un scénario un peu catastrophe sur s'il y avait une grippe qui arrivait en Asie, bien qu'est-ce qui pourrait se passer? Et donc ils font différents scénarios de mesures qui pourraient être prises. Et puis, et après, c'est un article lié à H1N1, donc l'épidémie de grippe qu'il y a eu et qui a énormément inquiété, sur lequel ils font aussi des projections. Et donc Neil Ferguson, donc c'est un modélisateur, il a Imperial College à Londres, qui a une très très grosse équipe de modélisateurs, il en est à la tête, et Imperial College très rapidement fait des rapports sur l'évolution de cette épidémie. Donc là on est le 16 mars 2020, on en est au rapport numéro 9. L'épidémie a été détectée en janvier 2020, donc vous voyez là ils font beaucoup de rapports, et ce rapport est particulièrement inquiétant. Donc c'est indiqué, mais c'est indiqué en petit, et j'ai un graphique qui vient après. Le résultat principal de ce rapport, c'est si on ne touche pas aux paramètres, c'est-à-dire si on n'intervient pas, il y aura en Grande-Bretagne 510 000 morts et aux États-Unis 2 200 000 morts. Et toujours dans ce rapport, l'équipe de Neil Ferguson fait différents scénarios. Ils disent, si on fait un confinement total, voilà ce qui va se passer. Si on fait un confinement un peu plus faible, si on prend des mesures qui sont appelées des mesures non pharmaceutiques, comme l'utilisation de ce masque, eh bien vous allez diminuer l'évolution de l'épidémie. Et donc en fonction des différents scénarios, il vous dit, voilà, il va y avoir ça, ça, ça comme mort. Alors c'est une approximation, comme on a dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer. En revanche, c'est un bon indicateur. Et donc c'est un indicateur très inquiétant. On est le 16 mars 2020 et ça va avoir des conséquences importantes, cet article. Alors, la modélisation mathématique, à qui ça s'adresse? Alors tout d'abord, on peut penser que ça s'adresse aux personnes en responsabilité, c'est-à-dire les décideurs politiques. Ils veulent connaître l'évolution de l'épidémie et ils veulent connaître l'impact des mesures que vous allez prendre. Ça intéresse les journalistes, parce qu'ils veulent comprendre comment une épidémie fonctionne et ils veulent savoir comment l'épidémie va évoluer. Ça intéresse bien sûr les médecins qui veulent connaître l'évolution de l'épidémie et qui veulent pouvoir se préparer. Et puis ça intéresse aussi le grand public. C'est-à-dire que le grand public est inquiet sur l'évolution de l'épidémie. Il a besoin d'avoir des informations. Et on va s'appuyer sur ces modèles-là. Alors, au Royaume-Uni,
Là, j'ai mis la liste des gens qui sont à l'intérieur d'un groupe qui s'appelle le Scientific Pandemic Influenza Group of Modeling. Il regroupe 68 personnes qui sont tous des experts et ils discutent des modèles parce que, évidemment, comme j'ai dit, c'est des simplifications. Il faut savoir si ces simplifications sont légitimes ou pas. Il y a des hypothèses qui sont faites. Il faut savoir si ces hypothèses sont légitimes ou pas. Donc, il y a une discussion au sein de ce groupe de 68 personnes. Et là, j'ai mis une petite vidéo qui va montrer l'impact des modélisations dans les mesures qui sont prises. Donc sur cette vidéo, plus vous êtes rouge, plus les mesures qui sont prises sont importantes. Donc là, on est en janvier 2020. Les mesures importantes ne sont prises essentiellement qu'en Chine, et ailleurs, c'est quasiment rien. Et on va évoluer au cours du temps. Donc là, on est en février 2020, et on voit qu'on a augmenté. On vient de passer le fameux 16 mars 2020, le rapport 9 d'Imperial College, et là on voit qu'on s'oriente vers un confinement total. Donc là on est le 30 mars, quasiment le monde entier a pris des mesures extrêmement strictes. Et là on est dans ce qui était le premier confinement, avec le monde entier qui est confiné. Les modélisations ont aussi permis de dire, donc là il y a l'évolution croissante de l'épidémie, mais avec les mesures l'épidémie régresse, et donc la modélisation permet aussi de donner des informations sur cette évolution de l'épidémie. Et là on voit bien qu'au cours du temps, là on est en octobre 2020, au cours du temps, au fur et à mesure qu'il y a eu des informations qui ont été données, eh bien ça a eu un impact sur les décisions politiques. Alors, je vais essayer de passer. Une chose qui est importante, c'est toute cette modélisation, évidemment, elle est transmise. Alors, elle est transmise à plusieurs niveaux. Je suis scientifique, et la diffusion normale des travaux scientifiques, ce sont les publications. J'ai mis un exemple ici. Et les publications, elles sont évaluées par les pairs. On peut critiquer, mais des pairs l'ont, donc des collègues les ont relus avec un regard critique, et ont pu dire que ça et ça n'allait pas. Le problème de ce mode de diffusion, c'est qu'il prend du temps. Il faut que des gens le lisent, et très rapidement, pendant la pandémie, ce n'est pas ça du tout qui se passe. On commence par regarder les prépublications. Donc là, medRxiv est un site de prépublication, c'est-à-dire que les chercheurs mettent sur ce site les articles qu'ils vont soumettre pour publication. Et au moment où ils les mettent, personne ne les a relus, c'est-à-dire seuls eux les ont écrits. Et on voit que ça a un impact considérable. Vous voyez ici Vittoria Colizza, qui est dernier auteur d'un article qui mesure l'impact du variant alpha, c'est-à-dire le variant britannique, et on est tout début 2000, donc en janvier 2021, donc tout début de l'apparition en France de ce variant, et ça a un impact considérable, ça va entraîner à nouveau du confinement. Quelque chose d'encore moins clair scientifiquement, c'est la diffusion des travaux de modélisation directement sur les sites internet, soit de chercheurs, soit de personnes qui disent qu'ils font de la recherche. Et donc là, on ne s'y retrouve plus. Alors, l'exemple que j'ai mis ici, c'est une équipe de recherche qui se trouve à Montpellier, qui est une équipe très très sérieuse, mais ce niveau d'information est un niveau d'information qui est comparable, même un peu moins bon que la prépublication que vous pouvez lire. Et là c'est la communication de l'Institut Pasteur qui a aussi beaucoup communiqué pendant l'épidémie. Et puis alors, le dernier stade, c'est l'information sur Twitter. L'information va tellement vite que les gens, y compris des gens très sérieux, comme Simon Kochmez, communiquent par Twitter. Donc là encore, on a un chercheur qui est extrêmement reconnu, donc il a une certaine légitimité, mais ces tweets-là sont aussi apparus chez des gens qui n'ont pas la légitimité. Et puis le dernier point, c'est la diffusion des travaux scientifiques dans le monde. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des résultats qui apparaissaient dans la presse, des résultats qui apparaissaient dans la presse et qui avaient pour certains une certaine légitimité, pour d'autres, c'était beaucoup moins clair. Donc on a un grand mélange de l'information scientifique.
Un des rôles que les gens qui font de la modélisation ont eu, hein. Donc là, on voit apparaître donc Pascal Crépé, qui est à l'École de santé publique de Rennes, hein, Simon Kochmès, dont on a déjà parlé, Vittoria Colizza, dont on a déjà parlé. On voit apparaître également deux personnes, les deux personnes d'en bas sont de l'équipe de Montpellier dont j'ai parlé. Moi-même, j'ai été pas mal interviewé pendant la période pour essayer d'expliquer la modélisation et les limites de la modélisation. C'est-à-dire que la modélisation, ce sont des hypothèses. Si ces hypothèses sont vraies, ce sont des conclusions. Ça n'est absolument pas une boule de cristal. Une autre chose que l'on a faite, hein, donc pour l'instant, j'ai parlé d'une partie qui est toute petite, hein, je pense, pour l'utilisation de la modélisation dans la Covid-19, qui est la partie forecasting, donc la projection, l'évolution future d'un certain nombre d'indicateurs, hein, qui sont certes intéressants, comme le nombre de personnes infectées, comment ça va évoluer, la surcharge des hôpitaux, donc l'arrivée de ces personnes-là dans l'hôpital, aux urgences, le nombre de décès, l'impact que peuvent avoir un certain nombre de mesures non pharmaceutiques qui ont été prises, mais ce n'est pas les seuls. Et comme il a été dit au début, hein, donc je suis actuellement à la tête d'une plateforme de modélisation qui s'appelle ModCov19, et dans laquelle la modélisation est utilisée dans un spectre qui est un spectre beaucoup plus large. Donc, à la tête de ModCov19, hein, il y a une équipe de coordination avec des gens qui sont tous des scientifiques. Pour certains, des mathématiciens. Donc lui, c'est un mathématicien. Lui, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Lui, c'est un mathématicien plutôt qu'un informaticien. Elle, c'est une écologiste. C'est quelqu'un qui est une spécialiste de l'écologie. Elle, c'est une sociologue. Elle, c'est une biologiste. Elle, c'est une informaticienne. Lui, c'est un médecin. Elle, c'est une mathématicienne. Elle, c'est quelqu'un qui travaille à INRAE, qui est l'Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement. Et après, on a 3 personnes qui ont servi d'appui technique. Donc quelqu'un qui a fait le secrétariat, quelqu'un qui s'occupe de la logistique informatique, et puis lui qui est, comme moi, directeur adjoint scientifique au CNRS, et qui s'occupait un petit peu de la diffusion et de la communication. Donc quelles sont les différentes choses qu'on peut voir? Eh bien, tout d'abord, hein, on va rester dans ce que j'ai développé jusqu'à présent, c'est-à-dire l'évolution de l'épidémie. Et là, je vais prendre un exemple, hein, qui est l'exemple de Mayotte. Alors Mayotte, c'est une toute petite partie de la France, hein, qui est un petit peu oubliée et qui a des contacts qui sont un peu différents de ce qu'on peut trouver en métropole, et en particulier les modèles métropolitains ne fonctionnaient pas. Et donc là, des gens, en l'occurrence Vincent Calvez et son équipe, hein, ont fait des modèles, hein, d'évolution d'épidémie à court terme, et l'une des conséquences a été les 2 confinements qu'il y a eu à Mayotte, hein, basés en partie sur des projections utilisant la modélisation. J'ai dit tout à l'heure aussi que la modélisation a été utilisée au moment du déconfinement. Et là, ça a été fait en collaboration avec une équipe de la DGA, de la Direction Générale de l'Armement, dont ce n'est pas le métier, mais qui sont des spécialistes de l'intelligence artificielle, hein, et qui ont créé, donc avec des gens de ModCov19, hein, un outil d'aide à la décision pour les responsables lors du déconfinement. Ils ont fait des propositions de scénarios qui optimisaient justement ce déconfinement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et cet outil a été développé, utilisé dans la région Grand Est, hein, en France, qui est une région qui a été particulièrement touchée lors de la première vague. Une autre chose que l'on peut faire, à quoi peut servir la modélisation, c'est diminuer le nombre de contacts. Donc là, j'ai un exemple qui est autour d'une équipe de Bertrand Maury. Donc Bertrand Maury, c'est un professeur d'université, un mathématicien à Paris, qui est spécialiste des mouvements de foule. C'est-à-dire qu'il fait de la modélisation du comportement, de l'évolution du mouvement de foule, en observant dans un premier temps comment les gens font, et en projetant les rencontres qu'ils vont pouvoir avoir. Et donc, grâce à son expérience, hein, il a fait quelque chose qui est vraiment très bien, hein. Il a mis en place un outil à partir... Donc là, on est dans un établissement scolaire.
Dans l'établissement scolaire, vous avez des classes, des enseignants, des élèves et un emploi du temps. Et en fonction de où vous mettez les élèves, qui bouge, l'enseignant, les élèves, à quelle heure, donc avec quel emploi du temps, eh bien vous allez pouvoir minimiser le nombre de contacts. Et donc gratuitement, je dirais, ce nombre de contacts peut être diminué juste en ajustant l'emploi du temps. Donc c'est quelque chose qui a été fait dans un certain nombre d'établissements tests. Et en période de pandémie, mais ça on y reviendra plus tard, hein, la parole scientifique est assez compliquée à faire passer parce que les décideurs politiques ont beaucoup trop d'interlocuteurs. Et donc c'est resté à l'état de projet parce qu'au niveau des ministères de l'Éducation nationale et des Sports, qui est l'interlocuteur naturel pour ce genre de choses, il y a eu un problème d'entrée. Quelque chose dont vous avez entendu parler et qui est utilisé ici, hein, c'est l'aération des pièces. Donc rapidement, hein, on a su que la contamination se faisait beaucoup moins par les mains, le manuportage, elle se faisait par les postillons et par les transmissions aérosols, donc des choses qui sont extrêmement fines et qui sont diffusées dans les pièces. Pour éviter ça, on a aéré et il est important de comprendre comment faire l'aération. Donc comprendre comment faire l'aération, comment est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à mesurer le virus dans l'air. Donc ce qu'on fait, c'est qu'un bon proxy, donc une bonne indication de comment les gens expirent l'air, c'est mesurer le CO2 dans une pièce. Donc ils ont utilisé, hein, ils ont l'habitude d'utiliser des appareils qui s'appellent les NDIR, qui mesurent l'absorption de la lumière par les molécules de l'air et qui vous donnent une indication sur la concentration en CO2. Et donc ces gens qui avaient l'habitude de traiter ça ont étudié les renouvellements dans des pièces d'établissements scolaires et surtout ils ont aidé à la communication, c'est-à-dire dire que c'était possible d'aérer les pièces et de faire évacuer le CO2. Alors un point important hein, que je n'ai pas énormément évoqué, c'est le problème des données. C'est-à-dire que la modélisation, on en a parlé brièvement au début, hein, fait intervenir un certain nombre de paramètres. Je parle à nouveau là, de la modélisation de l'évolution de l'épidémie. Et pour pouvoir estimer ces paramètres, vous avez besoin de données. Et donc vous avez besoin de recueillir les données. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, on n'avait pas de test, donc on n'avait pas d'informations sur le nombre de cas positifs. Puis après, on a eu des tests. Et donc, vous avez les données et il faut diffuser les données. Et lors d'un hackathon Covid-19 auquel ModCovid-19 avait participé, hein, le ministre de la Santé, Olivier Véran, était là et a dit « En France, on a joué le jeu de l'open data sur les données de santé ». Alors qu'en est-il vraiment? Pourquoi est-ce qu'il faut des données? Quelles données? Pour qui? Alors d'abord, pourquoi? Comme je l'ai dit, hein, le rôle principal pour un scientifique d'avoir des données, c'est estimer les paramètres des modèles. Comment obtenir ces données? Actuellement, toujours, hein, la plupart des chercheurs, ceux que j'ai cités, hein, ceux que vous avez vus tout à l'heure en photo, ceux des articles, hein, ils utilisent essentiellement des données publiques. Et là, le ministre de la Santé avait raison. Hein, elles sont en France accessibles sur le site de Santé publique France ou sur le site du gouvernement data.gouv.fr. Et donc, vous avez énormément de données de suivi de l'épidémie, donc le nombre de cas positifs, le taux de positivité, le nombre de décès, le nombre d'arrivées à l'hôpital, tout ça est donné. De quelles données est-ce que les chercheurs ont besoin? Les chercheurs ont besoin des données les plus brutes possibles, c'est-à-dire toute l'information sur les données et pas des données qui sont digérées. Qu'est-ce que les chercheurs attendent? Ils veulent évidemment que les données elles soient publiques, qu'elles soient non agrégées. Donc agrégées veut dire qu'elles ont été travaillées. En fait, on vous donne une information qui est calculée à partir des données brutes. Mais souvent, les chercheurs ont besoin de ces données en amont parce qu'une fois que vous les avez digérées, eh bien, vous perdez tout un tas d'informations. Il y a toujours un problème hein, en France, soit pour des raisons à cause de la loi, hein, pour des raisons juridiques, soit parce que souvent, quelques personnes aiment garder leurs données. On a un problème d'accès à un certain nombre de bases de données. Et puis il y a des problèmes juridiques, hein, essentiellement des croisements de bases, c'est-à-dire que
Là, j'ai parlé des variants. Vous aviez des informations sur des variants, vous avez des informations sur le statut vaccinal, mais vous ne savez pas que c'est les mêmes personnes. Il y a un problème de croisement de bases de données, c'est-à-dire qu'à cause de la protection des données, enfin, ou en raison de la protection des données, il est très difficile de croiser ces données. Quelque chose qui a été important hein, et qui a énormément changé les règles du jeu, hein, c'est l'arrivée des variants, c'est-à-dire que l'épidémie que je vous montrais au début, avec la jolie courbe, celle avec les animations des petits bonhommes bleus, rouges et verts, tout ça, ça marche bien quand les paramètres sont fixés. Et là, ce n'est pas le cas. Et à deux moments, on a vu arriver des variants qui étaient plus contagieux. Jusqu'en 2020, hein, la gestion, elle était, je dirais, facile, hein, épidémiologie. Et en 2021, avec l'arrivée des variants, il a fallu suivre non seulement le nombre de cas, mais en plus faire du séquençage pour trouver ce nombre de cas, pour trouver la présence de nouveaux variants très en amont. Alors un certain nombre de pays l'ont fait, hein. Le Royaume-Uni l'a fait très tôt. Le Royaume-Uni fait aussi des tests dans lesquels ils vont séquencer les gens, pas uniquement des gens qui vont se faire tester, mais dans le public, avec des méthodes type sondage. Ils ont séquencé des millions de génomes du virus depuis le début de l'épidémie. Alors, non seulement le séquençage peut permettre d'identifier des nouveaux variants qui sont dignes d'intérêt et qui peuvent être problématiques, mais en plus, la génomique, et là, je dirais que pour la première fois sur l'évolution d'une épidémie, la génomique a joué un rôle important, le séquençage a joué un rôle important. Parce que en observant des séquences et donc la proximité ou l'éloignement d'un certain virus d'un autre, vous allez pouvoir mieux comprendre comment le virus a évolué ou même s'est déplacé. C'est-à-dire que si vous trouvez une souche qui est très proche d'une souche qui se trouvait relativement loin, eh bien ça veut dire que le transport longue distance joue un rôle important. Donc à plusieurs moments, la modélisation a été utilisée pour, à l'aide de données de séquençage, donner des informations sur l'évolution de la transmission de l'épidémie. Et je vais conclure là par modérer un petit peu ce que j'ai dit jusqu'à présent. Enfin, je l'ai dit à plusieurs moments, mais peut-être de façon pas très claire. Il ne faut pas prendre la modélisation pour plus que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire que ça n'est pas une boule de cristal. Actuellement, on me demande régulièrement quelle va être la situation. Et encore ce matin, une journaliste qui m'appelait, une journaliste roumaine, qui m'appelait et qui me demandait alors quelle va être l'évolution en Roumanie dans les prochains mois. Évidemment, on ne peut pas dire ça, puisque la modélisation s'appuie sur un certain nombre de paramètres qu'il faut estimer. Ces paramètres dépendent non seulement du virus, on a vu le virus, il peut évoluer avec des nouveaux variants, mais également du comportement de chacun. C'est-à-dire même ces masques, hein, le confinement, mais également le comportement individuel. C'est-à-dire qu'ici, les gens sont arrivés, personne ne s'est fait la bise, bien entendu, donc c'est quelque chose qu'on a arrêté. Et même dans les endroits où c'est autorisé, eh bien, les gens prennent des automesures. Je vais donner un exemple. Au début que j'aime bien donner. Au début de l'épidémie, pendant le premier confinement, donc on a vu, vous vous souvenez, la carte qui était toute rouge foncé, eh bien, il y avait des mesures fortes à peu près partout, pas en Suède. Et pourtant, en Suède, si on regarde, est-ce que les gens se sont auto-confinés? Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des données type Facebook, qui retransmet là, des données Google, pour regarder est-ce que les gens ont continué à bouger. Et en fait, les gens ont arrêté de bouger. Et ils ont arrêté de bouger exactement comme les gens ont arrêté de bouger en France lors du deuxième confinement où il y avait un confinement obligatoire. Donc il est très difficile de prévoir quel va être le comportement de chacun d'entre nous. Donc là-dessus, les modèles ne peuvent pas anticiper ce type de comportement. La seule chose que le modèle peut dire, c'est si l'évolution va dans tel sens, voilà comment ça va évoluer. Si l'évolution va dans tel sens, voilà comment ça va évoluer. Et donc, ce qu'elle fait, c'est des projections avec certaines hypothèses. Et quelque chose qui est, j'en ai pas parlé ici, mais qui est extrêmement utile, c'est comprendre l'évolution de l'épidémie en regardant le passé. Il y a eu
il y a eu un exemple. Un exemple, c'est en début d'épidémie, on est persuadé que l'épidémie, c'est une épidémie qui se transmet de l'animal à l'homme et pas de l'homme à l'homme. On fait un modèle qui correspond à cette hypothèse-là, et puis on regarde les chiffres, et on voit que ça ne colle pas. Et donc, le fait que la transmission de l'homme à l'homme est possible, au début, l'alerte est donnée par des gens qui font de la modélisation. Donc la modélisation sert aussi à, rétrospectivement, c'est-à-dire en regardant, donc là, on n'est pas dans la prévision, on est, est-ce que les données qui sont précédentes, les données qu'on a précédemment observées, est-ce qu'elles sont compatibles avec un modèle raisonnable? En l'occurrence, non. Donc ça veut dire que cette hypothèse ne tient pas. Comme j'ai dit, quelque chose qui est important, il faut des données, beaucoup de données. Donc selon les pays, on les a pas. La modélisation permet de valoriser ces données, c'est-à-dire plus que regarder la courbe, la comprendre, l'interpréter. J'ai donné l'exemple de l'arbre phylogénétique qui était lié à l'évolution du génome. Donc ça, c'est important. Et puis, quelque chose qui est important aussi, c'est que ces modèles mathématiques, bien sûr, hein, là, il y a plein de bémols que je mets, ces modèles mathématiques, ils doivent être discutés. Alors, entre différents modélisateurs, j'ai donné l'exemple des 68 personnes du SPY-M au Royaume-Uni, mais également avec d'autres acteurs, c'est-à-dire qu'un décideur politique, il doit discuter avec un modélisateur. Et bien entendu, ces modèles mathématiques ne sont qu'un outil d'aide à la décision parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire des choses sur l'évolution de l'épidémie à très court terme, mais il ne faut pas oublier qu'un confinement a d'autres impacts, un impact social, un impact économique sur une société, et le décideur peut très bien décider de ne pas confiner, et tant pis, il accepte un certain nombre de morts, mais peut-être que s'il avait confiné, il y aurait eu plus de morts de gens qui ne seraient pas allés à l'hôpital, ou bien de gens qui seraient complètement déprimés. Et donc ça, c'est extrêmement important de ne pas utiliser, sans regarder, ces modèles des épidémies. Et je vous remercie. Merci, professeur. C'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses en tant que journaliste. Je croyais connaître bien le sujet, mais avec un professeur d'un tel calibre, on apprend toujours des choses. Donc, je vous invite à poser des questions, profitez-en. J'étais un peu frappé par la composition du comité de ModCov 19, là, tous ces gens de professions assez différentes et qui se croisent là dans ce comité. Ça donne quoi en fait, le ModCovid-19? ModCov-19. Alors. ModCovid, pardon. ModCov. ModCov. Attends, non, mais ça n'est pas très grave. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais il faut un petit peu parler de la genèse de ModCov-19. C'est-à-dire, ModCov-19, c'est quelque chose que j'ai lancé avec l'aide du CNRS. Et pourquoi on a fait ça? Parce que, comme vous l'avez souligné au début, je suis directeur adjoint scientifique en mathématiques au CNRS. Et très rapidement, des gens sont complètement perdus. Ils sont complètement perdus pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'ils sont en train de faire des courbes comme celles que j'ai montrées sur Twitter au début, qui vont vous dire que tout va exploser. Et donc, ils veulent savoir est-ce que c'est vrai. Et donc, ils envoient des tonnes de prévisions, hein, donc des prévisions qui vous disent qu'il va y avoir des millions de morts en France. Et le CNRS ne sait pas quoi faire de ça. Également, vous avez des médecins qui vont vous dire est-ce que vous pouvez m'aider à de la modélisation, par exemple de la modélisation de gestion de lit. Là, j'en ai pas parlé, mais vous avez bien compris que la modélisation, ce n'est pas uniquement la modélisation de l'épidémie elle-même, c'est aussi aider à lutter contre l'épidémie. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a des informations qui arrivent très vite, en prépublication. Et les gens ont envie de savoir, donc en fait, ils ont envie d'avoir des personnes qui sont capables de regarder les articles et qui sont capables de vous dire que ces articles ont une certaine légitimité scientifique. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut constituer une équipe, parce que moi tout seul... alors, je ne l'ai pas dit, mais enfin, vous l'avez dit un petit peu en introduction, j'ai travaillé en épidémiologie sur l'hépatite C, donc il y a une maladie qui n'est pas si éloignée que ça, et en plus, avec Yazdan Yazdanpana, qui est le directeur de l'Agence nationale de la recherche pour le sida, les maladies infectieuses émergentes, dans lequel il y a ça, et il a un rôle dans cette épidémie. Il est dans le conseil scientifique et il a vraiment un rôle. Et donc tous ces gens-là se tournent un petit peu
vers nous. Et donc, vous êtes un petit peu comment... Vous êtes en train de constituer une équipe qui va savoir répondre à ces questions-là. Et donc, parmi les gens que je vous ai montrés, je les connaissais quasiment tous avant. Une partie, j'ai travaillé en épidémiologie avec eux, en particulier la sociologue, j'ai travaillé avec elle. Une partie, je les connais parce qu'ils sont mathématiciens et qu'ils sont potentiellement, ils peuvent potentiellement faire ça. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés tout seuls. J'ai une directrice adjointe scientifique de l'Institut d'informatique qui est arrivée, 2 chargés de mission qui sont arrivés, qui sont en écologie et en biologie, donc qui ont renforcé cette équipe-là. Et on a fait un appel et 500 chercheurs ont répondu à cet appel. Donc on a une équipe de coordination qui est capable de dire des choses sur la légitimité, de regarder des articles, de faire un retour sur ces articles, de répondre à des parlementaires, par exemple, de répondre à des journalistes. C'est extrêmement important de pouvoir informer de façon honnête les journalistes. En début d'épidémie, on a fait beaucoup de formations de journalistes. Enfin, on a formé des journalistes parce que les journalistes ne savaient pas comment se propager comment se propager une épidémie. Donc le rôle des scientifiques, c'est aussi d'éclairer le grand public de la façon la plus claire possible et d'éclairer les journalistes pour pas que des choses complètement fausses soient dites. Et pour ça, donc, vous dites c'est éclectique, c'est normal que ça soit éclectique. À aucun moment on a voulu que ça soit limité aux mathématiques. À aucun moment même on a voulu que ça soit limité au CNRS. Là-dedans, il y a, dans les équipes que vous avez vues, il y a des gens de la PHP, il y a des gens d'INRIA, il y a des gens d'INRAE, il y a des gens de l'INSERM qui sont dans cette équipe-là. Donc on est aussi pluri-organisme scientifique. J'espère que ce que vous racontez ici pourra inspirer aussi le public roumain, parce qu'à ma connaissance, nous n'avons pas en Roumanie une telle démarche, et je pense que ce serait très intéressant d'en avoir une, vu qu'on vit ici dans une sorte de tour Babel où tout le monde parle du Covid, tout le monde est spécialiste du Covid, on ne comprend plus rien, quoi. Même nous, pour nous les journalistes, c'est difficile de faire la part des choses. Donc c'est pas du tout facile. Je comprends bien que vous êtes un peu entre... Mais en France également, c'est-à-dire que à un moment, je disais, il y a des scientifiques, et puis il y a des gens qui ne sont pas scientifiques, mais qui communiquent quand même. C'est-à-dire que il peut y avoir des médecins qui interviennent, mais finalement, je vais prendre un exemple, l'efficacité vaccinale. Donc l'efficacité, est-ce que le vaccin est efficace? Donc ça, c'est une question que tout le monde se pose, y compris ici. C'est-à-dire que pour inciter des gens à se faire vacciner, il faut 2 choses. Il faut que le vaccin ne soit pas dangereux pour eux, c'est important. Et ça, il y a des essais qui sont faits. Et puis, il faut que le vaccin soit efficace, parce que si le vaccin n'est pas efficace, à quoi bon se vacciner? Et donc, l'efficacité vaccinale, ce n'est pas quelque chose qui est estimé par des médecins, parce que ce que vous pouvez regarder, c'est la présence d'anticorps. Mais il faut trop bien connaître le mode de transmission et l'action des anticorps sur le virus pour pouvoir dire des choses. Et ça, jamais on ne le connaît, ou on le connaît très tardivement. En revanche, ce qu'on peut regarder, c'est on peut faire des analyses statistiques ou de la modélisation qui va comparer des gens qui sont vaccinés et des gens qui ne sont pas vaccinés et regarder dans ces populations, comparer ces populations-là et faire ressortir l'avantage ou pas du vaccin. Donc, quand vous regardez les médias, vous avez l'impression que le médecin, il est plus légitime pour vous parler d'efficacité vaccinale, alors qu'en fait, pas du tout, parce que c'est pas quelque chose qui relève de la médecine. Alors c'est important que des médecins soient là, des épidémiologistes soient là, des statisticiens soient là. Mais le message est difficile à faire passer parce que les gens que vous pensez être les plus légitimes ne le sont pas forcément. Tout à fait. J'invite le public à réagir. Voilà, il y a un monsieur. Est-ce que c'était des résultats d'une modélisation mathématique qui a décidé certains pays comme le Royaume-Uni ou le Brésil à opter au début pour la stratégie dite de l'immunité collective? Alors, donc je n'ai pas parlé de l'immunité collective. L'immunité collective est assez simple à déterminer. Hein. Elle dépend uniquement du R0. Et donc l'immunité collective, c'est le nombre de personnes que vous devez vacciner pour que l'épidémie s'arrête. Et sur mon exemple du départ, on a vu que l'épidémie s'arrêtait si le R0 était en dessous de 1.
Pour faire baisser le R0, vous avez plusieurs moyens. Ce moyen-là, donc le moyen d'éviter la transmission. Vous avez un deuxième moyen qui est limiter le temps pendant lequel vous êtes contaminant. Et pour ça, c'est on vous dépiste et on vous isole. Et puis le troisième moyen, c'est faire diminuer le nombre de gens qui sont susceptibles dans la population. Et c'est ça l'immunité collective, c'est faire diminuer ce nombre de personnes par deux moyens, soit parce qu'ils ont été infectés, et donc ça c'est la politique du Brésil ou du Royaume-Uni en début d'épidémie, qui est, bon, on n'agit pas trop, et de toute façon les gens vont attraper la maladie, et puis ils vont s'immuniser. Et l'autre moyen, c'est la vaccination. Et pour savoir combien il faut que de personnes soient totalement immunisées, hein, la formule, c'est 1 moins 1 sur R0. Donc quand on est à 3, c'est 66%. Donc il faut que 66% de la population soit totalement immunisée. Évidemment, quand vous êtes vacciné, vous n'êtes pas immunisé à 100%. Quand vous attrapez la Covid, vous pouvez éventuellement être réinfecté plus tard. Donc ce chiffre, il doit être encore plus grand que ça. Et on voit bien que ça veut dire qu'on va laisser toute la population être contaminée. Le R0 en plus a évolué avec les variants, c'est-à-dire que le R0 du variant maintenant on ne peut plus l'observer, mais on peut l'estimer, et il est plutôt aux alentours de 8, donc on est à 90% de personnes qui doivent être immunisées. Et donc 100% des personnes qui doivent être vaccinées. Donc ça c'est quelque chose qui se fait, et donc ça c'est ma courbe du départ avec R égale 5, hein, donc vous voyez tout le monde va l'avoir très rapidement. Donc c'est quelque chose qui peut se faire quand la maladie n'a pas de conséquences importantes. C'est quelque chose qu'on a fait pendant longtemps pour la varicelle. On a laissé les gens avoir la varicelle, qui est une maladie qui n'est pas grave ou qui est rarement grave chez l'enfant. Donc ça, c'est la politique de l'immunité collective. On le fait aussi, par exemple, une maladie comme l'herpès est extrêmement facile à suivre parce qu'on n'agit pas dessus, donc elle suit vraiment la courbe. En revanche, là, le problème de la Covid-19, c'est que c'est une maladie qui est grave, mortelle, et elle est d'autant plus grave que le nombre de cas nécessitant une hospitalisation fait exploser les capacités d'accueil des urgences. Et c'est ce qui s'est passé, dans de nombreux pays. Alors heureusement pas en France, hein, mais c'est un problème qui a lieu même actuellement ici, c'est-à-dire que il y a des morts qui pourraient être évitées si le système hospitalier pouvait absorber plus de gens et les soigner. Mais on voit bien que ça non plus, c'est pas une solution parce que l'évolution de l'épidémie, elle est très très rapide. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez votre nombre de lits et puis la semaine d'après, vous faites x2 et vous allez jusqu'où comme ça. Donc ça, c'est pas envisageable. Donc l'immunité collective, c'est une bonne idée, mais il faut savoir qu'on va en payer. Enfin, c'est une idée, mais il faut savoir qu'on va en payer le prix. D'autres questions? Une autre question sur, parce que si on peut déterminer le taux de reproduction de contamination à partir de tests, comment on peut intégrer le facteur humain, celui du comportement humain, dans des modèles mathématiques comme celui-ci? Alors, justement, on ne peut pas. Alors c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, mais si vous voulez, pour que la modélisation marche bien, le minimum, c'est qu'on ait les mêmes causes face les mêmes effets. Parce que sinon, si la règle du jeu, elle change à chaque fois, et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a observé des comportements différents en prenant les mêmes mesures à plusieurs moments de l'épidémie. Et en France, vous voyez bien, lors du premier confinement, personne ne bougeait, tout ça. Et après, les gens essayaient de sortir parce qu'ils en avaient marre, et donc, alors que des règles pouvaient être les mêmes. Et donc, ce comportement humain, il est il est impossible à prévoir. Et en plus, il va dépendre de plein de paramètres. C'est-à-dire que des comportements dans un pays ne vont absolument pas être les mêmes que les comportements dans un autre pays avec les mêmes mesures qui sont prises. Donc ça, c'est impossible à déterminer. C'est pour ça que la modélisation, ce sont des scénarios. C'est-à-dire, vous dites, voilà, si on va avoir tel type de comportement, voilà comment ça va évoluer.
Alors évidemment, ces scénarios, vous en avez qu'un nombre fini, même s'il est grand, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous lancer les mesures, et puis vous mesurez pour voir si vous êtes bien dans l'une des hypothèses d'un scénario, et là, vous allez avoir de l'information. Et donc, pour être réaliste, hein, si vous me demandez dans 3 mois quelle va être la situation en Roumanie, mais personne ne sait répondre, parce que vous ne savez pas quelle va être l'évolution du comportement, vous ne savez pas quelles vont être les décisions politiques qui vont être prises, parce que le décideur politique, hein, il fait des recommandations. Vous ne savez pas non plus si un nouveau variant va arriver. Donc la modélisation, elle est bien pour le passé, et elle est bien pour le court terme, ou elle est bien pour le changement de donne quand le virus est très différent. Elle a bien fonctionné, les alertes ont bien fonctionné quand on a alpha qui est arrivé ou quand on a delta qui est arrivé. Ça, c'est important. D'autres questions? Moi, j'avais une question par rapport à la façon dont l'étude de la modélisation dans la gestion des épidémies avait été menée dans les autres pays européens. Est-ce que vous avez pu échanger avec d'autres équipes de recherche européens et est-ce que cette démarche elle a été généralisée? Alors cette démarche, c'est une démarche individuelle. Alors il y a un certain nombre de pays où il y a des démarches équivalentes hein, qui ont été lancées. Bon, il faut voir quand même qu'à l'intérieur de ModCov-19, hein, il n'y a pas les... Donc ModCov-19 est une mobilisation d'une partie du monde de la recherche sur la Covid, mais elle n'avait pas pour cible les personnes dont c'était le métier de base. En particulier, des gens comme Simon Kochmes ou Vittoria Colizza qui étaient dans cette présentation, qui sont l'un à Pasteur et dans le conseil scientifique, et l'autre qui est à l'INSERM, sont des gens qui ils n'ont pas besoin d'être mobilisés, ils sont déjà... Donc ce n'est pas le but de ModCov-19. Le but de ModCov-19, c'est justement éviter que ces gens-là soient sous l'eau pour apporter un renfort. Et donc, dans d'autres pays, des choses comme ça ont existé ou pas. Et surtout, je dirais, les modèles qui étaient présentés, donc au début c'était un modèle très simple, en fait les modèles qui sont réellement utilisés sont un petit peu plus compliqués que celui-là, mais guère plus, c'est-à-dire que ça ne demande pas non plus d'avoir 200 personnes là-dessus. Le plus gros problème, c'est avoir des données fiables, et là-dessus il y a une très forte inégalité d'un pays à un autre. Donc vous avez le Royaume-Uni hein, qui a une politique depuis très longtemps. Alors non seulement ils ont un gros groupe de personnes qui sont capables de faire de la modélisation, qui peuvent discuter entre eux, et également ils sont prêts pour le séquençage, ils sont prêts pour le recueil des données. Très régulièrement ils font des méthodes de sondage pour voir exactement où ils en sont. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc ça c'est le premier point. Le recueil des données, tous les pays ne sont pas à égalité. Deuxième chose, c'est la publication des données. Et là encore, c'est quelque chose qui est très inégal. En France, on a de la chance. Au Royaume-Uni, ils ont de la chance. Il y a d'autres pays, je pense à l'Italie, là où le problème... On a un recueil qui est régional, c'est-à-dire que vous avez un problème d'uniformité des données sur le territoire italien. Donc pendant très longtemps, ça a été un problème. Et puis vous avez des problèmes de données qui n'existent pas. Je pense à l'Afrique, par exemple, hein, où on se dit qu'en Afrique, il n'y a pas d'épidémie ou qu'elle est légère, mais en fait, on voit qu'il y a plein de morts parmi les gens célèbres. Il y a un chef d'État qui est décédé de la Covid. Et donc, quelque part, il doit y avoir... Voilà. Donc, pour suivre l'épidémie, pour modéliser l'épidémie, on a besoin de données, je dirais, plus que de modélisateurs ou là, un petit groupe suivi, pour le suivi d'épidémie. Après, ce qui est important, c'est que ces modélisateurs, ils servent aussi à tout un tas d'autres choses que le suivi d'épidémie. D'autres questions? Je me réserve une dernière question pour le professeur Delsin. On dit que les gens qui s'occupent des prévisions disent qu'il y a les choses prévisibles, il y a les choses imprévisibles qu'on peut prévoir, et puis des choses imprévisibles qu'on ne pourra jamais prévoir. Donc, c'est ce que les Américains appellent le phénomène de la Black Swan, le signe noir. On est dans une sorte de Black Swan avec cette histoire de la Covid. Je serais très curieux de savoir quelle est la leçon que vous avez tirée de tout ce que vous faites depuis que cette
ce virus nous est tombé dessus, parce que ce n'est pas du tout évident, votre position, entre le monde politique, les journalistes, le grand public, tous ces mondes, tous ces milieux qui sont assez différents. Quelle est la leçon que vous tirez en tant que scientifique et en tant qu'être humain, finalement? Alors, en tant que scientifique, la position est relativement simple. C'est-à-dire que moi, je dis, voilà, s'il y a ça, ça va faire ça, s'il y a ça, ça va faire ça. Et je dirais, je le fais de façon neutre et sans y mettre l'affect qu'on pourrait avoir. En particulier, contrairement à de nombreuses personnes, donc je suis beaucoup intervenu dans les médias, hein, parce qu'à aucun moment j'ai dit il faut faire ça, ça ou ça. Parce que comme je l'explique à la fin, c'est pas ça qu'on attend du scientifique. On attend du scientifique qu'il donne l'état de l'information disponible, et c'est pas à lui de prendre les décisions. Donc là-dessus, bon, je pense que on a bien tenu notre rôle, hein, pour beaucoup d'entre nous, pour des scientifiques. Hein. Ça a été beaucoup moins le cas pour d'autres personnes, hein, qui sont apparues beaucoup. Et puis en plus, bon là j'avais un exemple sur la photo où j'étais chez Jean-Marc Bourdin. Donc Jean-Marc Bourdin, c'est quelqu'un qui est assez agressif, rentre dedans, donc il voulait me faire dire des choses que je n'ai jamais dites. Et ça, c'est un piège. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bon, les journalistes attendent aussi du sensationnel. C'est-à-dire que si vous leur dites la vérité, qui est en gros, eh bien, on ne va rien savoir dire, ou bien on peut un peu savoir dire, ou bien quand on essaye de leur expliquer que la reprise légère actuellement en France, elle n'est pas du tout liée à un variant, et donc les choses qu'on pouvait prévoir lors d'arrivée de alpha et de delta, vous ne pouvez pas. Bon, c'est pas non plus ce qu'attend le journaliste qui aime bien avoir du nouveau. C'est comme si la météo vous disait demain il fait le même temps qu'aujourd'hui tous les jours. C'est un peu triste, mais pourtant c'est un modèle qui marche bien. Voilà. Après, d'un point de vue personnel, hein, là je suis dans de nombreux conseils où on est au contact de gens qui vont prendre des décisions, ou des gens qui sont en contact avec les gens qui vont prendre des décisions. Et il faut apprendre, donc là encore, à être honnête. Et puis, il faut faire très très attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire que le scientifique n'est pas toujours écouté, mais des fois il l'est. Et il faut dire, tout ce qu'on dit doit être la vérité, mais il ne faut pas la dire trop tôt. Ce que je veux dire par là, il faut la dire quand on en est sûr, et il faut faire attention à la façon dont on l'accompagne. Dans mon dernier transparent, qui était ici, je pense que quelque chose qui est important, c'est que le modélisateur doit accompagner son modèle. C'est très compliqué une fois que vous êtes dans la presse, c'est très compliqué de revenir en arrière. Il faut pouvoir expliquer aux gens pourquoi on fait ça, d'où les 6 personnes que vous avez vues là tout à l'heure, qui étaient des personnes qui sont intervenues sur les plateaux, ou dans la presse écrite, hein, ou à la radio. Il est très important de tout expliquer. Vaste mission, comme dirait le général de Gaulle. Professeur, merci d'être venu à Bucarest pour partager avec nous votre vision et votre expertise sur ce sujet compliqué. C'est une crise sanitaire qui n'est pas encore finie. Moi, en tant que journaliste, j'ai très souvent le sentiment d'être dans une sorte de flou artistique. On ne sait pas vraiment où on va. Mais en vous écoutant ce soir, j'ai vraiment le sentiment d'y voir un tout petit peu plus clair. Je ne peux pas dire que j'ai tout compris, mais je vois un tout petit peu plus clair. Et déjà, c'est quelque chose de très positif, parce que j'estime que, bon, quand on est un peu dans le brouillard, dans le flou artistique, rien que d'y voir un peu plus clair, ça permet d'avancer quand même, et peut-être que trouver la sortie un jour. Voilà, donc je vous remercie au nom aussi du public qui est derrière la caméra, mais il est là. Donc, bon retour en France, et merci d'avoir été avec nous ce soir à Bucarest. Merci beaucoup.